Il est pile 7h à Bamako, vous écoutez l'Office de radio et télévision du Mali. Bienvenue aux informations. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 7 avril 2025, une action hostile préméditée. Selon les enquêtes menées par les autorités maliennes, le drone des Fama qui s'est écrasé près de Tinzaouaten a été visé par une action hostile du régime algérien. Le Mali décide de porter plainte devant les instances internationales. Les pays de l'AES rappellent leurs ambassadeurs d'Algérie pour consultation. Nous sommes le premier lundi du mois d'avril. C'est aujourd'hui que s'ouvre la session d'avril du Conseil national de transition. Les conseillers nationaux auront 3 mois devant eux pour examiner des projets de loi et autres textes relatifs à la vie de la nation. Ouverture solennelle à partir de 16h dans la salle Djelibaba Sissoko du CICB. Le Mali lance une campagne pour la promotion de la santé maternelle et néonatale à l'occasion de la Journée mondiale de la santé célébrée ce 7 avril. Elle s'intitule « Une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir ». Il s'agit de redoubler d'efforts pour mettre fin aux décès évitables chez la mère et chez l'enfant. L'actualité chez nos voisins de l'AES Ouagadougou fera sa mue grâce à l'initiative présidentielle Faso Mebo. Il s'agit de rendre la ville coquette, bitumage, pavage des voies, assainissement. Des entreprises s'activent à travers la ville pour donner à la capitale burkinabé le visage souhaité. Et du côté du Niger, on se bat pour une presse libre, indépendante et économiquement viable. Un document de plaidoyer dans ce sens a été remis aux autorités. À retenir ce matin de l'actualité hors espace AES, le début des commémorations du génocide des Tutsis au Rwanda, des commémorations qui, comme chaque année, vont durer 100 jours pour rendre hommage aux plus de 800 000 victimes des massacres commis. Plus d'un quart des rescapés du génocide souffrent encore de stress post-traumatique majeur. Et puis, les sports du foot au menu, Mali-Côte d'Ivoire, 3e journée de groupe à la CAN U17. Par ailleurs, les quarts de finale, retour de la Ligue des champions d'Afrique commence demain. Retour ce matin également sur le Grand Prix cycliste de l'ORTM. La course tenue hier a tenu toutes ses promesses et la fête a été belle, nous dira Fotigui Tunkara. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le Mali portera plainte pour agression contre l'Algérie devant les instances internationales. En attendant, notre pays se retire avec effet immédiat du comité d'état-major conjoint CEMOC et convoque l'ambassadeur d'Algérie au Mali pour protester contre l'hostilité du régime algérien. La réaction du gouvernement fait suite à ce qu'il considère comme un acte d'agression inédit. Les faits remontent à la nuit du 31 mars au 1er avril. Un drone des Fama s'est écrasé en territoire malien. Au vu des éléments de l'enquête, il n'y a pas de doute pour le gouvernement du Mali. Le drone malien a été abattu en territoire malien par une action hostile préméditée d'un pays qui se positionne aujourd'hui comme un parrain du terrorisme international. Le communiqué du gouvernement du Mali qui l'annonce est lu ici par le général Daoud Ali Mohamedine, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Communiqué numéro 073 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition a le regret d'informer l'opinion que dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, un drone des forces armées et de sécurité de la République du Mali, immatriculé TZ98D, s'est écrasé sur le territoire national à Tinzaouaten, cercle d'Abébara, région de Kidal. L'épave a été localisée précisément dans une zone dont les coordonnées géographiques sont les suivantes. 19 degrés, 52 minutes, 4,738 secondes nord, 2 degrés, 53 minutes, 38,101 secondes est, à 9,5 km au sud de la frontière Mali-Algérie. Suite à cet incident, une enquête a été immédiatement ouverte. Des résultats de l'investigation préliminaire, les points suivants méritent d'être évoqués. La liaison a été perdue avec l'appareil dans une position située sur le territoire malien et dont les coordonnées géographiques sont les suivantes. 19 degrés, 51 minutes, 50,526 secondes nord, 2 degrés, 53 minutes, 36,099 secondes est, soit 10,2 km au sud de la frontière Mali-Algérie. La distance entre le point de rupture de liaison avec l'appareil et le lieu de localisation de l'épave est de 441 mètres. Ces 2 points sont tous situés sur le territoire national. Les dernières informations transmises par le drone étaient relatives à une rencontre de terroristes de haut profil
qui planifiait des actions. L'aéronef est tombé à la verticale, ce qui, probablement, ne peut s'expliquer que par une action hostile causée par des tirs de missiles sol-air ou air-air. Quelques heures après l'incident, le gouvernement de la transition a pris connaissance par voie de presse d'un communiqué du ministère de la Défense algérienne revendiquant la destruction d'un drone qui aurait survolé l'espace aérien de l'Algérie sur 2 km. Afin d'approfondir les enquêtes, les autorités maliennes ont demandé aux autorités algériennes de leur fournir des éléments probants étayant la violation de leur espace par un drone de reconnaissance malien. Depuis 72 heures, aucune suite satisfaisante n'a été réservée à la demande malienne. Le gouvernement de la transition conclut avec certitude absolue que le drone des forces armées de sécurité maliennes a été détruit suite à une action hostile préméditée du régime algérien. Cette décision repose sur les éléments ci-après. Le silence coupable du régime algérien accordé à la demande malienne et son refus de coopérer confirment la responsabilité de ce régime qui a tiré sur le drone entraînant sa chute verticale. Les données précises de la trajectoire de l'appareil enregistrées dans le système prouvent sans ambiguïté que l'appareil n'a jamais quitté l'espace aérien de la République du Mali. De surcroît, le point de rupture de liaison du drone et le point de localisation de l'épave sont tous situés sur le territoire national malien. L'absurdité de l'argument de la violation de l'espace aérien algérien sur 2 km, autrement dit, comment l'épave du drone se serait retrouvée au Mali et à 9,5 km de la ligne frontalière si l'appareil avait réellement violé l'espace algérien sur 2 km. Face à la gravité de cet acte d'agression inédit dans l'histoire des relations entre le Mali et l'Algérie, le gouvernement de la transition condamne avec la dernière rigueur cette action hostile, inamicale, condescendante des autorités algériennes, dont le chef de l'État affirmait récemment à Mondovision que, je le cite, 90% des solutions maliennes se trouvent en Algérie. En outre, cet agissement prouve, si besoin en était, que le régime algérien parraine le terrorisme international. En effet, la destruction du drone a clairement pour effet, sinon pour but, d'entraver la neutralisation de groupes armés ayant revendiqué des actes terroristes. Le gouvernement de la transition, en cette triste circonstance, tout en rappelant la teneur de son communiqué numéro 64 du 25 janvier 2024 et celle de l'allocution du Mali lors de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, condamne l'attitude du régime algérien qui, en plus de servir de base arrière aux groupes terroristes, s'engage aujourd'hui dans la lutte armée pour perpétrer des agressions contre un État voisin en vue de protéger ses suppôts terroristes. En conséquence, en réponse à cette énième provocation du régime algérien, le gouvernement de la transition décide de 1. Convoquer l'ambassadeur algérien pour protester contre l'hostilité du régime algérien. 2. Se retirer avec effet immédiat du comité d'état-major conjoint CEMOC. 3. Porter plainte devant des instances internationales contre le régime algérien pour acte d'agression. Aussi, le gouvernement de la transition fait remarquer que cette agression flagrante du régime algérien contre le Mali est en contradiction avec la participation effective de la République du Mali à la guerre pour l'indépendance de l'Algérie pour soutenir le Front de libération nationale, FLN. Enfin, il demande au régime algérien, exportateur de terrorisme, de cesser d'être une menace à la paix et à la sécurité régionale, puis d'adopter un comportement responsable visant à promouvoir la paix et le développement. Le gouvernement de la transition réitère à la population malienne que rien n'entamera la détermination des forces de défense et de sécurité maliennes sous le leadership de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, à poursuivre et à atteindre le noble objectif d'éradiquer le terrorisme sous toutes ses formes. Suivant cette volonté, dans les heures qui ont suivi l'agression du régime algérien contre le drone malien, d'importantes cibles terroristes ont été frappées avec succès dans la localité de Tinzaouatène et ailleurs sur le territoire malien. Ces opérations vont continuer
et pourront s'intensifier selon l'évolution de la situation. Que Dieu bénisse le Mali, préserve les Maliens. Fait à Bamako le 6 avril 2025. Le général Daoud Ali Mohamedine, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, c'était hier soir dans le 20h de la télévision nationale et d'une seule voix. Le collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel regrette un acte d'hostilité du régime algérien. Les trois pays décident de rappeler leurs ambassadeurs en Algérie pour consultation, rappelant leur récente décision de faire de l'espace confédéral un théâtre unique d'opérations militaires. Le collège des chefs d'État considère que cette agression vise tous les États membres de la Confédération. Je vous propose d'écouter la lecture de cet autre communiqué, cette fois-ci avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, toujours dans le 20h de la télévision nationale. Le collège des chefs d'État de la Confédération AES regrette la destruction d'un drone des forces armées et de sécurité de la République du Mali, immatriculé TZ98D, suite à un acte d'hostilité du régime algérien dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025 à Tinzawaten, cercle d'Abebara, dans la région de Kidal. Le collège des chefs d'État de la Confédération AES rappelle qu'en application de sa décision en date du 22 décembre 2024, il a décidé, entre autres mesures, de faire de l'espace confédéral un théâtre unique d'opérations militaires. Par conséquent, le collège des chefs d'État de la Confédération AES considère la destruction du drone des forces armées et de sécurité maliennes comme étant une agression visant tous les États membres de la Confédération AES et une voie perfide de promouvoir le terrorisme ainsi que de contribuer à la déstabilisation de la région. Cet incident est d'autant plus grave qu'il ressort des conclusions de l'enquête que la destruction du drone a empêché la neutralisation d'un groupe terroriste qui planifiait des actes terroristes contre l'AES. Le collège des chefs d'État de la Confédération de l'AES condamne avec la plus grande énergie cet acte irresponsable du régime algérien, en violation du droit international et à rebours des relations historiques et fraternelles entre les peuples de la Confédération AES et le peuple algérien. En outre, le collège des chefs d'État de l'AES décide de rappeler pour consultation les ambassadeurs des États membres accrédités en Algérie. Le collège des chefs d'État de l'AES, d'une part, rappelle au régime algérien que l'éradication du terrorisme demeure une lutte existentielle pour l'AES. D'autre part, exige de lui d'adopter une posture constructive et de contribuer enfin à la promotion de la paix et de la sécurité dans notre région. Enfin, le collège des chefs d'État de la Confédération AES rassure les populations que les forces de défense et de sécurité demeurent pleinement mobilisées pour assurer leur sécurité et défendre l'intégrité de l'espace confédéral. Fait à Bamako, le 6 avril 2025, général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, AES. À l'instant, Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Nous restons dans l'espace AES juste après ceci. AES, actualité. Il est 7h13 à Ouagadougou. Travaux de pavage, de bitumage et d'assainissement. Les autorités burkinabées veulent changer le visage de la capitale, d'où l'initiative présidentielle Faso Mebo. Au cœur de la capitale burkinabé, donc au quartier Koulouba, notamment, les entreprises s'activent pour donner corps à la vision présidentielle. Le constat avec Mathieu Somda de la radio nationale du Burkina Faso. Koulouba, au cœur de la ville de Ouagadougou, est en chantier. Des rues pavées ou bitumées, c'est l'action de Faso Mebo. La capitale du pays des hommes intègres mérite mieux, soutient le lieutenant Rachid Koulibaly qui était sur les chantiers. On a entrepris des travaux de pavage et d'assainissement. Pour l'instant, c'est les zones de Koulouba. Il faudra que tout Ouagadougou soit propre. Bien sûr, elle s'étendra aux autres villes parce qu'il n'y a pas que Ouagadougou. L'entreprise a la lourde tâche de changer le look de la ville. Le responsable des travaux, Sito Ouedraogo, mouille au quotidien le maillot. Actuellement, les travaux avancent normalement sans aucune inquiétude. Tout se déroule comme prévu. On demande à Dieu de nous accompagner afin que tout se termine bien. Les travaux exécutés à Koulouba réduisent les nuisances, confient certains usagers de la route.
Koulba, c'est le cœur même de la ville. Avant, on avait des petites voies comme ça, bon, c'était pas joli à voir. Mais depuis un certain temps, vraiment, un élargissement de la voie là, vraiment c'est bien. La circulation devient plus fluide. Ça permet d'éviter au maximum en fait les accrochages qui avaient lieu dû au fait en fait que la voie était restreinte. Le pavé donne un aspect plus esthétique là et que c'est pratique pour la circulation aussi. Ces travaux sont exécutés dans le cadre de l'initiative présidentielle Faso Mebo qui vise à apporter des réponses appropriées aux préoccupations des Burkinabés en matière d'aménagement des villes du Burkina. Et au Niger voisin, une presse libre, indépendante, économiquement viable au service de la patrie, c'est ce que souhaite le cadre d'action des professionnels des médias du Niger, Cap Média Niger. Un document de plaidoyer a été élaboré à cette fin. Le cadre qui regroupe des professionnels des médias du public comme du privé vient de remettre une synthèse du document en question au ministre en charge de la communication, Issoufou Albadia de la Radio nationale du Niger. Cap Média Niger a eu à tenir le 26 mars dernier une conférence sur le thème « Les médias face aux enjeux souverainistes et ou narratifs impérialistes dans la reconquête de notre souveraineté véritable ». À l'issue de ces activités, Cap Média Niger a élaboré un rapport plus d'autres documents stratégiques et de plaidoyer ainsi que du symposium qui ont été remis au ministre en charge de la communication, des postes et de l'économie numérique. Moudi Moussa, président de Cap Média Niger, comporte l'essentiel des préoccupations et de propositions de solutions que nous avons envisagées à notre niveau et que nous souhaitons voir les autorités prendre en compte. Outre les journalistes nigériens, regroupés également de confrères du Mali, du Burkina Faso et même ceux de l'intérieur du pays pour discuter de comment on peut contribuer en tant que presse, en tant que journaliste, dans l'atteinte des objectifs stratégiques de l'AES, notamment sur le plan de la communication. On a suivi ensuite la remise officielle de ces rapports au ministre en charge de la communication, Sid Mohamed Raliou, qui les a assurés que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour la mise en œuvre de ces documents. À 7h17, voyons ce qui fait l'actualité hors espace AES au Rwanda. 31 ans déjà, ce lundi 7 avril marque le début des commémorations du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Des commémorations qui, comme chaque année, vont durer 100 jours pour rendre hommage aux plus de 800 000 victimes des massacres commis. Pour les rescapés, ce moment se prépare en groupe pour surmonter ensemble une période où les souvenirs et traumatismes ressurgissent. 5 jours avant le début des commémorations, l'association Avega des veuves du génocide a organisé plusieurs rassemblements dans toutes les provinces du pays. Plus d'un quart des rescapés du génocide souffrent encore de stress post-traumatique majeur, des symptômes souvent amplifiés pendant les commémorations. En Côte d'Ivoire, tout enseignant qui ne sera pas à son poste ce matin sera considéré comme démissionnaire. Un ultimatum signé du ministre de la fonction publique évoqué dès le 5 avril alors qu'un appel à la grève est lancé pour les 7 et 8 avril dans les établissements scolaires. Les syndicats réclament une prime d'incitation trimestrielle de 150 000 à 400 000 francs CFA pour tous les enseignants. Le porte-parole de l'intersyndicale ne décolère pas depuis le communiqué du ministère de la fonction publique. Il évoque des abus et une violation de la liberté syndicale. Reste à savoir maintenant si le mouvement sera suivi. La dernière journée de grève du 5 avril aurait mobilisé à plus de 80% des enseignants. Selon les syndicats, le taux de grévistes était plutôt de 22% selon le ministère de l'Éducation. Le délai de réponse risque d'être très long. L'administration de Donald Trump a affirmé hier que plus de 50 pays avaient pris contact avec la Maison-Blanche pour négocier sur les droits de douane généralisés imposés par Washington. Le ministre des Finances a prévenu que ces discussions pourraient prendre plusieurs mois, tandis que Donald Trump est resté inflexible face aux contestations du monde entier, alors que la Chine a immédiatement répliqué aux nouvelles taxes américaines en annonçant ses propres droits de douane. Les dirigeants européens ont multiplié les contacts au cours du week-end avant une réunion ce lundi à Luxembourg des ministres du commerce extérieur de l'UE pour préparer la réponse européenne aux États-Unis. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou doit lui rencontrer ce lundi Donald Trump à Washington pour évoquer entre autres la nouvelle taxe douanière de 17% que les États-Unis prévoient d'infliger à Israël. Et au Proche-Orient, au moins 32 Palestiniens ont été tués hier dans l'enclave, principalement des femmes et des enfants. Depuis le début de la guerre, plus de 50 500 Palestiniens ont
perdu la vie. Selon les autorités sanitaires de Gaza, dirigées par le Hamas, ces chiffres ne font pas de distinction entre les victimes civiles et les combattants. Un rapport des Nations Unies publié le 2 avril indique que plus d'1 millier de personnes ont été tuées à Gaza depuis la rupture du cessez-le-feu le 18 mars dernier. Plus de 100 000 personnes ont également été déplacées, principalement de Rafah, alors qu'Israël amplifie ses ordres d'évacuation. Ce n'est pas une question de moyens financiers. Le frère du roi de Belgique veut bénéficier de la sécurité sociale par principe. Le prince Laurent de Belgique, frère du roi Philippe, juge que son travail pour la monarchie, une centaine de visites et missions de représentation chaque année, doit donner droit à une protection sociale pour lui et sa famille. Il a saisi la justice. En conséquence, ce litige singulier doit être tranché aujourd'hui par le tribunal du travail francophone de Bruxelles. Il n'a pas vraiment surpris en Belgique où Laurent, 61 ans, dernier des 3 enfants de l'ex-couple royal Albert et Paula, est connu pour son côté un peu fantasque et provocateur. En 2018, il s'était vu retirer 15% du montant annuel de sa dotation d'État pour avoir rencontré des dignitaires étrangers sans l'accord du gouvernement fédéral, une sanction inédite. Retour ici au Mali avec ce communiqué. Le président du Conseil national de transition, l'honorable Malik Diao, informe les membres du CNT que la session ordinaire d'avril de l'année 2025 débutera le lundi 7 avril. Donc cet après-midi, la cérémonie solennelle d'ouverture de la dite session aura lieu le même jour à partir de 16h dans la salle Djeli Baba Sissoko du Centre international de conférence de Bamako, mise en place terminée à 15h30 dans le cadre des mesures de prévention contre le Covid-19. L'accès à la salle est limité aux seules personnes autorisées et le port du masque est vivement recommandé. Cet événement sera retransmis en direct sur les antennes de l'Office de radio et télévision du Mali et de la radio du Parlement, la 89.4 FM. Le président du Conseil national de transition s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Comment renforcer le système sanitaire et le bien-être de chaque individu? C'est l'objectif de la célébration de la Journée mondiale de la santé, célébrée donc ce 7 avril, l'occasion cette année de lancer une campagne pour la promotion de la santé maternelle et néonatale. Elle est intitulée « Une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir ». Il s'agit pour les acteurs de redoubler d'efforts pour mettre fin aux décès maternels et néonatals évitables. Combat Cissé. Améliorer la santé des populations est un défi majeur pour les dirigeants du monde entier. C'est pourquoi, le 7 avril de chaque année, des réflexions sont menées partout sur comment renforcer le système sanitaire et le bien-être de chaque individu. Colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Les campagnes mondiales de santé offrent d'importantes opportunités pour sensibiliser la population aux questions de santé, favoriser une meilleure compréhension des enjeux en la matière et mobiliser les communautés du niveau local jusqu'au niveau international afin d'agir pour un monde en meilleure santé. Le thème de cette année, un bon départ pour un avenir prometteur. Cette année, le gouvernement du Mali a initié 12 mois de campagne pour la promotion de la santé maternelle et néonatale, car il a été constaté que malgré les efforts fournis, beaucoup de femmes ne font pas les consultations prénatales, un geste qui permet d'éviter des complications liées à la grossesse et à l'accouchement. La campagne intitulée « Une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir » sera l'occasion d'inviter les gouvernements et le monde de la santé à redoubler d'efforts pour mettre fin aux décès maternels et néonatals évitables et à privilégier la santé et le bien-être des femmes à plus long terme. Aider chaque femme et chaque nourrisson à survivre et à s'épanouir, essentiel. Près de 300 000 femmes perdent la vie suite à des complications liées à la grossesse ou à l'accouchement chaque année dans le monde, tandis que plus de 2 millions de nourrissons meurent avant l'âge d'1 mois et on compte des millions d'autres enfants morts-nés. Cela représente environ un décès évitable toutes les 7 secondes. Être à l'écoute des femmes et soutenir les familles. Le but de cette initiative est de réduire les décès maternels et néonatals au Mali afin de permettre au maximum de femmes d'accoucher dans de meilleures conditions sanitaires.
À 7h24 partout au Mali, Fotigui Tunkara nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Fotigui. Bonjour Yakonaté, bonjour à tous. Alors on va développer l'actualité des sports et toute l'actualité des sports avec vous. On commence par le Tour cycliste Grand Prix ORTM. La première édition a tenu toutes ses promesses hier. Oui, remporté par les Maliens Daouda Djiré devant les Burkinabés Nassirou Sorgho et Tchimogo Diallo du Mali. Ce premier tour cycliste Grand Prix ORTM de la vie générale a été un franc succès, aussi bien sur le plan organisationnel que sportif. Les résultats de cette première édition ont largement dépassé les espérances et totalement comblé les attentes. On en sait plus avec Sragatou Sissé. Le Grand Prix cycliste ORTM, longtemps murmuré, est enfin une réalité. Les cyclistes, dès le départ, se sont donnés à fond sous le regard admiratif des autorités administratives, des invités de marque et un public enthousiaste. Daouda Djiré, vainqueur du Tour cycliste ORTM. Je suis très content. Cette victoire est le fruit du travail. Je salue la bonne organisation de ce Grand Prix ORTM. Je dédie le trophée au président de la transition. L'ORTM et ses partenaires ont mis le paquet pour récompenser les meilleurs. Le vainqueur a dédicacé son maillot au président de la transition, chef de l'État. Des cadeaux ont été également offerts à plusieurs coureurs. Les prix spéciaux AES ont été décernés à Daouda Djiré, Abdrahman Amadou du Niger et Nassirou Sorgho du Burkina Faso. Les partenaires expriment leur satisfaction. Mamadou Ndiaye, représentant de Toguna Motors. C'est des événements en fait qui regroupent les peuples. Vraiment, c'est d'encourager les autres fédérations à faire des événements pareils au sein de la communauté. Youssouf Konaté, Da Transit. Nous sommes dans un monde où tout va plus vite. Le mieux d'aller, c'est d'être ensemble. Et nous souhaitons que cette belle journée puisse avoir une deuxième édition. L'ORTM et la Fédération malienne de cyclisme ont reçu le pari de l'organisation. Hassan Baba Djombele, directeur général de l'ORTM. On a vu une belle course avec des cyclistes venus des pays de l'AES. Bravo à tous les coureurs, parce qu'on a vu des engagements de part et d'autre. On a vu des dames même qui ont compéti venus du Burkina Faso. C'est le lieu vraiment de saluer aussi ce genre qu'on a introduit dans cette compétition qui s'achève de la plus belle des manières. Sidi Bagayogo, président de la Fédération malienne de cyclisme. Sentiment de satisfaction de par le niveau d'organisation de cette activité, présidé par Monsieur le Premier ministre, son Excellence générale de division, Abdoulaye Maïga. Ça, c'est pas donné à toutes les occasions. Le Tour cycliste Grand Prix ORTM s'achève en beauté. Voilà, satisfaction générale donc sur tous les plans avec la dynamique AES qui a donné un cachet particulier à cette fête des peuples. La portée symbolique de l'événement est aussi allée au-delà de la dimension sportive, toutes choses appréciées à leur juste valeur par les autorités de la République. Je vous propose de suivre un extrait de l'intervention du Premier ministre qui a présidé la cérémonie. Le général de division Abdoulaye Maïga est au micro de Mamari Koné. Au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, transmettre ses félicitations au Monsieur le ministre de la Communication et de l'économie numérique, au directeur général de l'ORTM, au président de la Fédération malienne de cyclisme, qui ont également eu l'intelligence d'inscrire ce premier Grand Prix de cyclisme de l'ORTM dans la dynamique de la Confédération des États du Sahel, AES. Donc je voudrais vraiment, au nom du chef de l'État, qui est parrain de cet important événement sportif, remercier chaleureusement les organisateurs. Les objectifs, bien entendu, de cette compétition sont essentiellement renforcer les liens de fraternité entre les peuples de l'AES, évidemment promouvoir le cyclisme dans notre espace confédéral. Je pense qu'aujourd'hui, ces deux objectifs ont été atteints. Pour les prochaines éditions, je pense qu'il serait important d'organiser ce Grand Prix de cyclisme à l'échelle de la Confédération des États du Sahel, donc dans les trois pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Je pense qu'ils seront aidés dans leurs activités par le lancement qui a été annoncé par le chef de l'État de la télé AES. Je pense qu'aujourd'hui nous avons assisté à un fort engouement du public, donc un fort intérêt que le public a affiché concernant le cyclisme. Je voudrais également ici, en son nom, puisqu'il tient, il faudrait le mentionner à la promotion du genre, remercier particulièrement les deux coureuses qui se sont retrouvées, bien entendu, parmi ce grand groupe de cyclistes. Donc ces deux coureuses venues du Burkina Faso. En fait, je voudrais quand même insister qu'il n'y a pas eu de vainqueur. Je pense que les vainqueurs, c'est vraiment les peuples de l'AES
qu'à cela ne tienne, il est important quand même de saluer le professionnalisme des cyclistes qui se sont, qui ont ici démontré leur savoir-faire, que ce soit les cyclistes du Burkina, les cyclistes du Mali et les cyclistes du Niger. Donc vivement la prochaine édition, en espérant encore vivement que la prochaine édition se déroulera dans les 3 pays de la Confédération des États du Sahel. À l'instant donc, le général Abdoulaye Maïga, le Premier ministre chef du gouvernement à l'issue du Grand Prix cycliste de l'ORTM. On change de discipline, Foutigui, on va parler basketball avec la balle 2025. La deuxième journée de la conférence Kalahari s'est jouée hier. Le stade malien de Bamako a perdu contre Al-Ittihad, donc Al-Ittihad, j'y arrive, d'Alexandrie d'Égypte, 72-69. Oui, absolument. Début difficile de compétition pour les Blancs de Bamako qui s'inclinent à nouveau au compte de la deuxième journée de la conférence Kalahari hier au Maroc. Le stade malien de Bamako a perdu contre Al-Ittihad d'Alexandrie d'Égypte par le score de 112-69. À la mi-temps, le score était de 43-37. Après sa défaite 81-60 samedi contre Rivers Hoopers du Nigeria, c'est le deuxième revers de suite pour le stade malien de Bamako qui patine au démarrage. Dans l'autre rencontre, Rivers Hoopers du Nigeria ont battu Fils de Rabat du Maroc 88-82. La compétition fait relâche ce lundi et reprend ses droits demain mardi avec Rivers Hoopers, Al-Ittihad à 15h et Fils de Rabat, stade malien de Bamako à 18h GMT, mais 19h heure locale, décalage horaire lié au changement d'heure au Maroc qui vient de passer à GMT plus 1. En mai, Balater à présent, Cannes U17 au Maroc 2025. La troisième journée des groupes s'achève ce lundi. Le Mali affronte la Côte d'Ivoire à partir de 16h. Oui, cette troisième journée des groupes de la CAN des moins de 17 ans sera marquée par le duel Mali-Côte d'Ivoire. Le coup d'envoi est prévu à 16h en dehors du prestige. C'est un match presque sans danger pour le Mali, déjà qualifié pour les quarts de finale et le prochain mondial de la catégorie. Dans l'autre rencontre du groupe de l'Angola jouera contre la Centrafrique. Ces deux matchs se jouent en simultané à 16h. En seconde heure, à 19h précisément, le Sénégal sera opposé à la Somalie. La Gambie sera face à la Tunisie. Ces deux rencontres du groupe C se jouent également en simultané à 19h. Hier, le Burkina Faso a réalisé le 3-sur-3 dans la poule B en s'imposant devant l'Afrique du Sud 2-0. Malgré cette défaite, l'Afrique du Sud qui compte 4 points accompagne le Burkina Faso en quart de finale. Dans l'autre match de ce groupe, le Cameroun s'est incliné devant l'Égypte 2-1. Troisième avec 3 points, l'Égypte patiente dans l'espoir de figurer parmi les deux meilleurs troisièmes pour une possible qualification au Mondial 2025 au Qatar. Dans la poule A, le Maroc a disposé de la Tanzanie 3-0. La Zambie a dominé l'Ouganda 2-1 avec respectivement 7 points chacun. Le Maroc et la Zambie dans le groupe A donc se qualifient pour les quarts de finale. L'Ouganda reste en stand-by pour une éventuelle possibilité de qualification pour le Mondial. À présent, la Ligue des champions d'Afrique de football, les quarts de finale retour commencent demain mardi. 3 rencontres sont au programme demain soir à 19h. L'Espérance sportive de Tunisie recevra Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. À l'aller la semaine dernière, le score était d'1-0 pour Mamelodi. Les phares de Rabat du Maroc accueilleront Pyramide FC d'Égypte. Score à l'aller 4-1 pour Pyramide. Al-Hilal d'Ondurman du Soudan sera l'hôte du national Al-Ali d'Égypte. Score à l'aller 1-0 pour Al-Ali. Mercredi, Orlando Pirates d'Afrique du Sud offrira son hospitalité au Mourdia Club d'Alger. Alors, score à l'aller 1-0 pour Orlando. Ce même mercredi se jouent les quarts de finale retour de la Coupe de la Confédération avec à l'affiche Simba SR de Tanzanie, Al-Masri d'Égypte à 13h, aller 2-0 pour Al-Masri. Zamalek d'Égypte, Stellenbosch d'Afrique du Sud à 16h, aller 0-0. Renaissance sportive de Berkane à Sek Moussa de Côte d'Ivoire à 19h, aller 1-0 pour Berkane. Et USM d'Alger, CS Constantine d'Algérie à 19h, aller un but partout. La Ligue des champions d'Europe, les deux premiers quarts de finale, aller se jouent demain. Oui, les deux matchs se jouent en simultané à 19h. Le Bayern Munich accueillera l'Inter Milan. Arsenal recevra le Real Madrid. Les deux autres quarts de finale aller se disputent mercredi à 19h également. Le FC Barcelone accueillera Dortmund. Le PSG recevra Aston Villa. Les matchs retour sont prévus la semaine prochaine. Enfin, le championnat national de Ligue 1, la 17e journée s'est achevée hier. Avec notamment la victoire 4-0 du Stade Malien de Bamako sur les Étoiles du Mandé. Auparavant, le Djolba AC a été tenu en échec 0-0 par l'ISFAS. Ces deux résultats cumulés permettent au Stade Malien de Bamako de s'emparer désormais de la tête du classement avec 37 points devant le Djolba AC, 36 points. Avec cette 17e journée s'avère comme l'un des tournants de la saison avec ces changements de cap et surtout l'inversion des places entre le leader et son dauphin.
Autre résultat de cette 17e journée, l'AS Police a gagné contre le FC Djara 4-1. Binga FC et l'AS Bakadian Ibarawili ont fait jeu égal 1 but partout. L'AS Radé Bamako a disposé de l'Union Sportive de Bourba 3-0. L'ASCO a dominé l'Union Sportive de Bougoni 2-0. A perdu contre les 11 cratères de Nyerla 2-1. C'était le sport et c'était Fotigui Tunkara en direct. Merci Fotigui. Merci à vous aussi. Belle journée. Vraiment. Alors, la sagesse populaire nous dit ceci: si un œuf arrive à te causer une blessure à la tête, c'est qu'il y a eu la complicité d'un caillou. Si un œuf arrive à te causer une blessure à la tête, c'est qu'il y a eu la complicité d'un caillou. Fotigui, c'est un proverbe bamana. Interprétation: si quelqu'un arrive à faire quelque chose dont il est reconnu incapable, c'est qu'il y a la complicité de quelqu'un de plus puissant. Le rappel du sommaire de ce journal dans un instant. Une action hostile préméditée selon les enquêtes menées par les autorités maliennes. Le drone des Fama qui s'est écrasé près de Tinzaouaten a été visé par une action hostile du régime algérien. Le Mali décide de porter plainte devant les instances internationales. Les pays de l'AES rappellent leurs ambassadeurs d'Algérie pour consultation. Nous sommes le premier lundi du mois d'avril. C'est aujourd'hui que s'ouvre la session d'avril du Conseil national de transition. Les conseillers nationaux auront 3 mois devant eux pour examiner des projets de loi et autres textes relatifs à la vie de la nation. Ouverture solennelle à partir de 16h dans la salle Djilibaba Sissoko du CICB. Le Mali lance une campagne pour la promotion de la santé maternelle et néonatale à l'occasion de la Journée mondiale de la santé célébrée ce 7 avril. Elle s'intitule Une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir. Il s'agit de redoubler d'efforts pour mettre fin aux décès évitables chez la mère et chez l'enfant. L'actualité chez nos voisins de l'AES, Ouagadougou fait Rassamu grâce à l'initiative présidentielle Faso Mebo. Il s'agit de rendre la ville coquette, bitumage, pavage des voies, assainissement. Des entreprises s'activent à travers la ville pour donner à la capitale burkinabé le visage souhaité. Et du côté du Niger, on se bat pour une presse libre, indépendante et économiquement viable. Un document de plaidoyer dans ce sens a été remis aux autorités. À retenir ce matin dans l'actualité hors espace AES, le début des commémorations du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Des commémorations qui, comme chaque année, vont durer 100 jours pour rendre hommage aux plus de 800 000 victimes des massacres commis. Plus d'un quart des rescapés du génocide souffrent encore de stress post-traumatique majeur. Et puis les sports, du foot au menu, Mali-Côte d'Ivoire, 3e journée de groupe à la CAN U17. Par ailleurs, les quarts de finale, retour de la Ligue des champions d'Afrique commence demain. Et on est revenu ce matin également sur le Grand Prix cycliste de l'ORTM. La course a tenu toutes ses promesses et la fête a été belle. C'est la fin de ce journal qui s'achève donc à 7h passées de 36 minutes à Bamako. Vous avez été servi ce matin par Mamadou Diallo à la mise en onde, Mohamed Koulibaly, Mohamed Koulibaly donc à la mise en ligne, présentation Yaya Konaté, réalisation coordination Ousmane Ndao, à suivre les infos météo, suivi de la rubrique des avis et communiqués, une présentation de Fatim Dambélé. Prenez soin de vous et des autres, passez une excellente journée. Au revoir.